Les jeunes investisseurs canadiens, on le sait, sont davantage susceptibles de considérer les investissements dits responsables. On parle de 78 % d'entre eux. Mais avec la pandémie, l'intérêt croissant de la population pour les enjeux globaux a piqué l'intérêt de toutes les générations. Choisir l'environnement ou les rendements? Ça ne devrait pas être un dilemme. Et pourtant, pour certains investisseurs, ça l'est encore aujourd'hui. Avec nos invités, tentons de voir comment c'est possible d'accompagner ces investisseurs dans leur quête d'un portefeuille rentable et responsable. En studio avec moi, Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeQuest. Vous avez 10 clients autour de la table, vous allez peut-être avoir 12 définitions d'investissement responsable. Et Erika Coulombe, vice-présidente du groupe Milani. Les études, ce qu'elles démontrent, c'est que vraiment l'intégration des facteurs ESG permet d'aller chercher une meilleure performance financière à long terme. Je m'appelle Élise Marquis. Bienvenue au balado Un bon conseil, le balado pour les membres de la Chambre de la sécurité financière. Erika Coulombe, bonjour. Bonjour. Vous travaillez pour l'entreprise Milani. Vous êtes la vice-présidente. Qu'est-ce que fait Milani? Alors, Milani, on est un cabinet de services conseil en intégration ESG. Mais ce que ça veut dire, en gros, on accompagne des investisseurs institutionnels à comprendre ce qu'est l'investissement responsable et comment intégrer les facteurs ESG dans leur processus d'analyse et leur décision d'investissement. Alors, on leur dit pas dans quoi investir, mais vraiment comment prendre en compte ces facteurs-là. Et en parallèle, on accompagne aussi les entreprises à comprendre comment répondre à ces demandes grandissantes des investisseurs sur tout ce qui est les facteurs ESG. Donc, pourquoi les investisseurs posent ces questions-là et quel type de stratégie mettre en place. On va parler des facteurs ESG. Alors, dites-moi d'abord ce que c'est. Oui, lorsqu'on regarde les facteurs ESG, on prend en compte des enjeux qui sont en lien avec l'environnement, le social et la gouvernance. Et comment on peut les évaluer de façon critique, ces facteurs-là? Oui, c'est une très bonne question. Puis en fait, je pense que pour pouvoir comprendre comment on les évalue, il faut prendre un pas de recul puis comprendre en fait c'est quoi l'intention de prendre en compte ces enjeux-là dans une décision d'investissement. Donc, lorsqu'on parle de l'intégration ESG, essentiellement, ce que ça veut dire, c'est qu'on veut prendre en compte plus d'informations dans notre analyse d'investissement. Typiquement des enjeux que peut-être qu'on aurait déjà regardé avant, mais sans réaliser que c'est des enjeux ESG, justement. Donc, c'est de dire que l'intention de l'investisseur, en fait, c'est de prendre en compte plus d'informations pour avoir une meilleure idée du profil de risque de l'entreprise qu'il regarde. Donc, on n'est pas en train de dire qu'on exclut des secteurs ou qu'on en favorise d'autres. On veut vraiment juste prendre en compte plus d'informations. Donc, on va regarder, par exemple, comment l'entreprise peut gérer ses impacts environnementaux, que ce soit de l'énergie ou les déchets, comment elle gère la gestion de ses employés, le recrutement, les conditions de santé et sécurité, etc. Puis, la façon de faire, typiquement, ça va être de regarder peut-être un rapport de développement durable de l'entreprise, que ce soit un rapport ou un site web ou des engagements peut-être que l'entreprise a pris publiquement. Est-ce qu'il y a un spectre ou une échelle de responsabilité? Oui, justement. Donc, c'est un spectrum de différentes stratégies. D'un côté du spectrum, on a ce qu'on appelle l'investissement traditionnel, là, où justement, on prend pas en compte ces enjeux-là de façon systématique. Et lorsqu'on arrive dans l'intégration ESG, c'est là où justement on rentre dans le spectrum de l'investissement responsable. Donc, l'intégration ESG, c'est de prendre en compte de façon systématique et explicite les facteurs ESG dans notre analyse. Ensuite, si on va un peu plus loin dans notre spectrum, on a l'investissement socialement responsable. Et c'est là où les différentes stratégies qu'on entend, comme par exemple un fonds qui exclut les énergies fossiles ou un fonds qui favorise la diversité au sein des entreprises. Ça, c'est des stratégies d'exclusion, de screening, comme on dit. Et ça, c'est de l'investissement socialement responsable. Et on peut aller encore plus loin puis avoir de l'investissement d'impact. Où là, l'objectif en premier, en fait, c'est d'avoir un impact positif et mesurable. Et on souhaite, en fait, en parallèle, d'avoir aussi une performance financière. Donc, c'est vraiment ça notre spectrum. Puis c'est important de comprendre les nuances parce que l'intention n'est pas la même. On parle des mêmes enjeux, mais avec une intention très différente derrière. Est-ce que l'investissement d'impact, ça pourrait ressembler à de la philanthropie parfois? C'est ce qu'on essaie de distinguer entre si jamais on n'a pas ce retour financier-là, c'est là qu'on rentre dans la philanthropie, exactement. Mais ce qu'on essaie de faire avec de l'investissement d'impact, c'est d'aller chercher ce retour financier
Avant, c'était souvent un retour financier qui était moindre que de l'investissement traditionnel, mais aujourd'hui, on est vraiment capable d'aller chercher des retours financiers qui sont comparables à d'autres produits typiques dans le marché. C'est différentes stratégies, différents produits, mais c'est faisable. Qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter le greenwashing en anglais qu'on appelle l'éco-blanchiment en français? Est-ce que c'est possible, ça, de le mesurer pour pouvoir l'éviter? Je pense que c'est difficile de dire qu'on va l'éviter à 100%. Mais il y a des mesures ou il y a des pratiques qu'on peut essayer d'adopter pour gérer le mieux possible ce risque-là. Et il y a deux façons aussi de le regarder. D'une façon, c'est d'essayer de comprendre est-ce que les entreprises qu'on regarde sont à risque d'éco-blanchiment. Puis les moyens de le faire, c'est vraiment de s'informer c'est quoi ces enjeux-là. Ensuite, c'est de prendre connaissance avec l'entreprise puis d'essayer de lire la littérature qu'elle fournit dans ses rapports, par exemple, d'essayer de comprendre si ce qu'elle raconte est vraiment pertinent à sa stratégie d'entreprise aussi et de voir si elle cible les bons enjeux. C'est quand même beaucoup de travail pour un conseiller. Pourquoi ça vaut la peine de faire ce travail-là? Bien, les études, ce qu'elles démontrent, c'est que vraiment l'intégration des facteurs ESG permet d'aller chercher une meilleure performance financière à long terme. En fait, performance égale, voire supérieure à long terme. Parce que ce qu'on dit, c'est que la gestion de ces facteurs-là permet une meilleure performance opérationnelle ou financière de l'entreprise aussi à long terme. Donc, si on agrège au niveau du portefeuille, bien, on devrait aller chercher justement cette performance-là aussi. Et c'est sûr que c'est des enjeux à long terme aussi. Je pense que ces temps-ci, on remarque des effets court terme. On a vu avec la pandémie, si jamais une entreprise, par exemple, ne gérait pas bien les enjeux de santé et sécurité au sein de ses employés, il y avait des impacts. La gestion de la chaîne d'approvisionnement, il y a eu des impacts. Les crises climatiques aussi, on le voit. Certaines entreprises qui sont plus exposées, par exemple, à plus d'inondations, de sécheresse, ils ont des impacts en ce moment qui sont court terme. Mais typiquement, c'est surtout du long terme. Donc, c'est un peu ça le moteur de faire ce travail-là, c'est d'aller chercher un petit peu plus d'informations puis de gérer les risques long terme de son portefeuille. Il y a la Chambre des représentants aux États-Unis qui vient de voter pour empêcher les régimes de retraite à prendre en compte les facteurs ESG dans leurs décisions d'investissement. Les États-Unis, c'est pas loin de chez nous. Est-ce que ça se peut qu'il y ait des répercussions ici? C'est une super bonne question et c'est une question que tout le monde se pose. Autant notre clientèle d'investisseurs, notre clientèle d'entreprises, que je pense que vous et moi, on se pose cette même question-là. Je pense que, premièrement, ce qui se passe aux États-Unis par rapport à l'ESG, c'est justement dérivé à une mécompréhension de ce que veut dire ESG. On pense justement que ESG veut dire qu'on va exclure des investissements dans les secteurs énergétiques. Et le secteur de l'énergie, c'est très important aux États-Unis. C'est très important dans certains des États qui, justement, veulent aller en compte de ce mouvement-là. Donc, je pense que, justement, ça renforce le besoin de s'informer, de s'éduquer sur ce que c'est. Actuellement, c'est pas un mouvement qu'on voit au Canada. Nous, on a la chance de travailler avec des entreprises et des investisseurs à travers tout le pays. Et actuellement, le mot ESG n'est pas politisé. Mais la question se pose parce que nos investisseurs travaillent avec les États-Unis. Les entreprises ont des activités aux États-Unis. Donc, les questions se posent à se dire, est-ce que je dois arrêter de faire de l'ESG? En parallèle, chez Milani, nous, on fait une étude semi-annuelle sur le sentiment ESG des investisseurs institutionnels canadiens qu'on publie sur notre site Web. C'est accessible à tous. Et on pose ces questions-là aux investisseurs canadiens, à savoir, est-ce que vous changez votre approche d'intégration ESG par rapport aux différents mouvements qui se passent dans le monde? Et tout le monde nous a dit non, parce que justement, ils voient tellement la valeur de l'information qu'ils vont chercher qu'ils ne peuvent pas voir ces informations-là, justement, ou ces risques-là. Donc, on a un petit peu cette dualité-là qui se passe en ce moment où il faut se dire, OK, le marché des États-Unis, c'est quand même important. Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à ça? En même temps, je vois vraiment la valeur de ces approches-là. Quelles sont les informations essentielles qu'un conseiller devrait expliquer d'emblée à ses clients au sujet de ces fonds responsables? Bien, je pense que c'est justement d'expliquer la nuance entre les différentes stratégies. Le fait que c'est un spectrum et que ça ne veut pas tout dire la même chose. Puis c'est important de comprendre les nuances entre chaque stratégie d'investissement avant d'aller prendre des décisions de produits. Erika Coulombe, merci beaucoup. Merci à vous. Très bonne journée. Et maintenant, place à notre capsule express sur vos obligations avec Geneviève Beauvais, chef qualité et conformité des pratiques professionnelles à la CSF. Si
Si vous souhaitez discuter d'investissement responsable avec vos clients, il est impératif que vous connaissiez en détail les caractéristiques de ces produits-là. Vous devriez faire des recherches approfondies auprès des manufacturiers et ne pas vous contenter du message promotionnel. Il est crucial de fournir aux clients des informations précises et transparentes sur le contenu des fonds que vous proposez afin qu'ils puissent prendre des décisions éclairées en toute confiance. Si un client s'interroge sur un type de produit que vous ne connaissez pas suffisamment, il est préférable de le référer à un collègue qui s'y connaît. Mathieu Blais, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci d'être là. Vous êtes gestionnaire de portefeuille en investissement responsable, donc vous êtes tout désigné pour venir nous en parler aujourd'hui. Effectivement, mon partenaire et moi avons parti de notre firme il y a à peu près 2 ans. Puis, on est vraiment spécialisé dans l'investissement responsable. Et vous donnez un cours, je pense, au HEC? Je donne une séance de gestion de portefeuille en investissement responsable à la maîtrise à HEC Montréal. Puis, on donne aussi un cours dans le DSS du développement durable également à HEC. Donc, vraiment pour essayer de démystifier un peu les différents concepts, les différentes définitions aussi, puis initier un peu plus les gens vraiment à comprendre qu'est-ce que l'investissement responsable, puis de faire du sens à travers tout ça. C'est quoi les préoccupations des étudiantes et des étudiants face à l'investissement responsable? En fait, je peux même élargir par rapport aux étudiants, parce que nous, on le voit dans notre même démographie de clients. Comme on demande justement qu'est-ce qui est important pour nos différents clients, nous, on a décomposé l'investissement responsable en 5 axes. Donc, oui, environnement, le social, la gouvernance, l'innovation, puis l'économie locale. Puis ce qu'on s'est rendu compte, en fait, c'est que justement, là, on parle des étudiants, le focus est généralement beaucoup plus sur tout ce qui est environnement et social. Par contre, pour notre clientèle qui est un petit peu plus âgée, tout ce qui est justement économie locale, mais aussi gouvernance, c'est généralement ce qui ressort le plus dans nos questionnaires. Donc, je pense que ça va un reflet aussi des priorités des différentes tranches d'âge dans notre société, mais on le voit très bien aussi quand on regarde justement nos profils de clients chez BeQuest. D'ailleurs, vous avez créé votre firme pour répondre à quels besoins? En fait, ce qu'on s'est rendu compte à travers le temps, c'est que plusieurs clients venaient cogner à notre porte et qui nous disaient, on veut faire de l'investissement responsable. Vous avez 10 clients autour de la table, vous allez peut-être avoir 12 définitions d'investissement responsable. Puis, nous, la réponse à ça, c'est de dire, c'est correct que ce soit différent pour tout le monde parce qu'il n'y a pas un seul ensemble unique de valeur. Et donc, c'est de trouver une approche de pouvoir construire des stratégies sur mesure, puis vraiment de dire, qu'est-ce que le client vraiment recherche, puis comment on est capable de l'intégrer jusqu'à même la sélection des titres. Oui, on regarde d'un point de vue investissement responsable, mais on veut être une solution complète pour nos clients aussi. Donc, encore une fois, on ne peut pas se dire qu'on laisse le rendement sur la table parce que les gens ont besoin de leur argent pour leur retraite, ont besoin ou que ce soit même pour une fondation, qui ont des obligations, évidemment, fiscales ou des obligations monétaires à chaque année. C'est sûr que tu peux pas dire, c'est bon, on va faire juste 3-4 puis maintenant, ils sont obligés de donner 5 par année de leur caisse. Donc, c'est vraiment de pouvoir arriver avec des solutions qui sont, oui, on regarde beaucoup les facteurs ESG, quels sont les impacts, mais c'est pas uniquement ça. Donc, nous, ça représente à peu près 33 de notre analyse, un tiers de notre analyse, mais c'est vraiment de dire, OK, oui, aussi, de l'autre côté, on est capable de juste avoir un portefeuille qui est pas juste, c'est pas juste parce que c'est des voitures électriques qu'on remplit le portefeuille de tout seul. Donc, c'est vraiment pas le concept. Comment vous évaluez le caractère responsable d'un investissement? C'est vraiment de regarder par industrie, dans le fond, quels sont les facteurs qui sont vraiment à risque pour chacun. Puis on comprend très bien qu'il n'y a rien qui est parfait. C'est pas toutes les entreprises qui sont parfaites, mais c'est d'évaluer, de dire, comment cette compagnie-là, dans son industrie qu'elle opère, comment elle gère les risques par rapport à son secteur d'activité, puis comment il évolue à travers le temps. À la fin de la journée, c'est pas tout le monde aussi aujourd'hui qui rapporte, mais on peut être certain aussi déjà qu'il y a quand même un petit drapeau rouge là, quand il y a des compagnies qui ont des activités puis qu'il y a des facteurs qui sont très à risque ou il y a des éléments qui sont importants pour eux de suivre. Comme quoi, par exemple? Un très bon exemple serait une compagnie de boissons alcoolisées. Ils sont par exemple de Diageo. Eux, tout ce qui est l'aspect de la consommation d'eau, c'est excessivement important parce que c'est toutes les compagnies de breuvage. Donc, de où est-ce que provient l'eau? Comment elle est utilisée? Quel est le niveau de gaspillage? En fait, ça, c'est une très belle compagnie pour dire, fait que oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de facteurs à risque pour eux, mais ils rapportent beaucoup de choses là-dessus, puis ils investissent beaucoup aussi pour améliorer, en fait, les différents procédés pour essayer d'éviter le plus possible de gaspillage. Donc, juste le fait qu'une compagnie, déjà, est consciente, elle met ça de l'avant, et l'idée, c'est pas juste d'être conscient de le rapporter, mais que ça s'améliore à travers le temps, mais ça donne vraiment une confiance aux investisseurs de dire, on sait qu'on a un impact, on sait qu'il y a quelque chose qui est fait en arrière de ça. De l'autre côté, si une compagnie dans le même secteur, elle ne rapporte rien,
généralement, c'est pas bon signe. Des fois, on peut avoir des données aussi pendant une année, mais est-ce qu'il y a un suivi qui est fait à travers le temps pour s'assurer qu'une entreprise va demeurer responsable? Par exemple, peut-être que la pression sur les prix de vente ont poussé une compagnie à faire de la sous-traitance avec un sweatshop, par exemple. Fait qu'effectivement, dans le fond, c'est important de monitorer à travers le temps, justement, les différentes mesures. C'est sûr que le défi est toujours de dire, étant donné qu'il y a des standards qui changent en ce moment, c'est sûr que les données peuvent légèrement varier aussi, puis comment c'est rapporté. Mais c'est ça qui est important, c'est de regarder vraiment l'évolution à travers le temps, puis autant en absolu qu'en relatif. C'est-à-dire qu'il y a un élément, il y a un aspect de taille d'entreprise. Donc, c'est sûr que regardez la consommation d'électricité d'un industriel comme Caterpillar par rapport à, je sais pas moi, une compagnie qui est beaucoup plus petite, mais c'est sûr que c'est pas comparer des pommes avec des pommes. Puis regardez aussi d'un point de vue efficacité, mais c'est sûr que là, la plus grosse entreprise va avoir plus de chances que la plus petite. C'est toujours un équilibre, mais c'est la même chose aussi d'un point de vue information financière. C'est pas comme si on avait une seule mesure qu'on se dit, c'est la mesure qu'il faut regarder. Mais c'est la même chose dans l'investissement responsable. Fait qu'il faut juste être pragmatique. Puis l'idée, c'est d'être capable de justement regarder avec le client aussi, savoir qu'est-ce qui est vraiment important pour le fond ou la stratégie, puis de dire, on est capable d'aligner puis s'assurer que ça fasse du sens. Exactement. On se pose pas les mêmes questions pour chacune des compagnies. Effectivement. Est-ce que certaines compagnies tentent de faire un virage responsable puisque ça devient un peu une mode maintenant, cet investissement responsable? Je pense pas que c'est nécessairement une mode, mais c'est vraiment un changement de paradigme. Là. Donc, vraiment, les clients, quand ils viennent voir leur conseiller ou leur gestionnaire de portefeuille, c'est pas quelque chose qui est juste passager, c'est vraiment quelque chose qui est ancré. Et c'est sûr qu'il y a probablement une certaine réticence de certaines compagnies, probablement dans certains États aux États-Unis particulièrement, mais l'idée quand même est que quand un investisseur investit dans le marché secondaire, on rachète les actions à quelqu'un d'autre, à une autre partie. Donc, c'est sûr qu'on n'investit pas directement dans la compagnie. Par contre, tous les dirigeants de ces entreprises-là, généralement, sont aussi rémunérés par rapport au prix de leur action. Donc, s'il y a un effet de masse ou si la demande pour certains titres augmente parce qu'ils correspondent plus aux valeurs des investisseurs, bien là, c'est sûr que les dirigeants des entreprises ont beaucoup plus d'intérêt à s'aligner à ce que les investisseurs demandent. Donc, c'est un peu aussi comme ça qu'on voit, nous, notre rôle. On est un peu la voix de nos investisseurs à travers l'allocation de capital pour dire, oui, on comprend qu'il n'y a rien qui est parfait, on comprend que vous avez des impacts, mais on veut que les choses s'améliorent à travers le temps. Il y a Montréal qui va accueillir les nouveaux bureaux de la International Sustainability Standard Board. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour Montréal? En fait, c'est super important. C'est super important pour la finance à Montréal. Donc, le ISSB, en fait, ça provient des normes que tout le monde connaît probablement, les normes IFRS. Donc, les normes IFRS, c'est des normes comptables internationales. Donc, l'idée, c'est d'essayer d'harmoniser justement les standards pour s'assurer que quand les compagnies rapportent, ils rapportent de façon précise et que seront capable de comparer d'une industrie à l'autre les différents facteurs ESG. C'est sûr que ça donne la crédibilité, ça donne ça donne une belle vitrine pour justement les firmes de gestion qui se démarquent. Donc, c'est vraiment une belle façon de porter l'écosystème financier montréalais québécois. Exact. On parle de Montréal, mais en fait, ça rayonne sur tout le Québec. Effectivement. Mathieu Blais, merci beaucoup. Merci. Je me nomme Élise Marquis et je me suis entretenue avec Mathieu Blais, gestionnaire de portefeuille en investissement responsable chez BeQuest, et Erika Coulombe, vice-présidente chez Milani. Ce balado est une production de la Chambre de la sécurité financière. Création, Coyote Audio. Captation et mixage, Underground. Pour découvrir d'autres épisodes, rendez-vous sur chambresf.com/balado.